Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. C'est une crise sociale. Il y a une déconnexion totale entre quelques élites françaises et la réalité du terrain. En crise démocratique. Il n'y a pas d'autre solution. C'est de réduire la distance entre l'élite dirigeante et le peuple. Redonner la parole aux habitants. Pour que nous construisions ensemble une nouvelle France. Comment l'entourage incite-t-il les jeunes à consommer de l'alcool ? Si on voit de l'alcool partout, on va dans les films, en Amérique, en France, dans les bars. Le nombre de bars qui a augmenté considérablement ces 10 dernières années, on va dire. Alors moi, la culture de l'alcool dans ma famille, ça a été un peu progressif. Mes parents, je les ai toujours connus à boire un peu le soir un verre de vin, une bière par-ci par-là. Et depuis, ça s'est un peu calmé parce qu'il y a eu des problèmes de santé et tout. Donc mes parents boivent moins. Mais je prends quand même souvent des verres avec eux pendant des repas de famille et tout. Ou même quand on est tous ensemble le soir, des fois ça nous arrive. Donc ça se transmet quand même pas mal. Nos enfants, nos ados, ils gravitent, ils évoluent, ils grandissent dans plusieurs sphères d'influence. C'est-à-dire que les premiers influenceurs sont les parents, c'est la famille. C'est déjà, on sait qu'il y a un lien entre le modèle parental et la consommation plus tard des jeunes. Dans les familles où on valorise l'alcool et l'ivresse, eh bien, on voit que les ados plus tard vont être davantage en situation d'ivresse à leur tour. Mais il y a aussi tout l'environnement immédiat, le quartier. Il y a tout ce qui se passe, plus il y a de bars, plus il y a de messages favorables à l'alcool. Bien entendu, il y a le marketing, tu l'as dit. Et alors là, tu vas me couper parce que je pourrais t'en parler pendant des heures. C'est mon sujet de prédilection. La question du marketing et des lobbies. C'est effectivement un énorme sujet. C'est ce qu'on appelle, nous, en santé publique, les déterminants commerciaux. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui montrent que plus un enfant est exposé à des publicités en faveur de l'alcool, plus il sera susceptible de boire à l'adolescence et de boire en quantité. Il y a vraiment un rapport. Et donc, en fait, si on était censé, collectivement, on interdirait purement la publicité pour l'alcool dans l'espace public et dans tous les milieux dans lesquels on a des enfants et des adolescents. Aucun pays occidental n'applique une loi aussi restrictive en matière de publicité et de communication que la loi Evin. Aucun. Il y a l'Arabie Saoudite ou le Koweït qui ont interdit la commercialisation de l'alcool. Peut-être est-ce le but ultime des associations hygiénistes qui expliquent que fumer c'est grave, boire c'est mal et vivre c'est dangereux et qui passent leur temps à attaquer en justice. La loi Evin, elle a été, je dirais, sabotée en fait. Juste un petit rappel, la loi Evin a été adoptée au début des années 90. Alors c'était une loi d'équilibre, c'est-à-dire qu'elle avait quand même le souci de préserver le no-tourisme, les productions locales. Enfin, elle s'attaquait pas du tout à la production artisanale de boissons alcoolisées. Elle visait tout simplement à interdire la publicité qui s'impose aux mineurs et aux personnes vulnérables. Une publicité qui s'impose à toi, c'est une publicité que tu vas voir dans l'espace public, tu marches dans la rue, tu n'as rien demandé, tu vois une publicité. Tu rentres, tu sors du collège, tu sors de l'hôpital, tu vois une publicité. Ça, c'est une publicité qui s'impose à toi. À la télévision, dans les journaux, enfin dans tous les médias auxquels un enfant, un ado, une personne vulnérable peut être exposée. Donc la loi Evin, elle interdisait ces publicités, donc plus d'affiches dans l'espace public, mais elle autorisait quand même la publicité sur les zones de production, dans les foires viticoles, dans la presse spécialisée, en disant on a moyen d'avoir un modèle équilibré. Et c'était très bien, c'était même très avant-gardiste, mais malheureusement, les lobbyistes de l'alcool n'ont pas aimé ça. Et dès 1991, ils ont commencé, grâce aux députés des régions viticoles essentiellement, mais aussi des régions de la bière, il y a d'autres parlementaires, donc ils ont commencé très régulièrement à l'amender, si bien qu'aujourd'hui, tu as de la publicité, mais quasiment partout. C'est-à-dire que la loi Evin est toujours là, et ça, c'est vraiment le truc qui m'énerve, moi, qui suis maman, purée, mais je supporte pas. C'est-à-dire que quand j'accompagne mes enfants à l'école, je peux croiser 2, 3, 4 publicités pour des marques d'alcool. On en croise, il y en a à l'abribus, sur l'abribus qui dessert l'école, le collège, la maternité. J'ai des collègues qui me disent que devant leur hôpital, devant leur centre de soins en alcoolologie, tu as des publicités pour de l'alcool, en fait, tu en as partout. En pub, j'ai pas forcément d'idée de marque, mais
Par exemple en été, forcément les marques de bière, que ce soit Henken, DSP, tout ça, forcément il y a un côté rafraîchissant, machin, il fait chaud, donc forcément peut-être il y a un côté où ça incite, enfin forcément de toute façon les marques elles font ça pour inciter, mais... La seule vision que j'ai, c'est les pubs sur les abris de bus. La seule marque que j'ai en tête, c'est Heineken, qui évoque un peu cette fraîcheur avec les gouttes rajoutées pendant la pub. La publicité a beaucoup d'effets, notamment sur les ados qui sont assez sensibles. Et c'est vrai qu'il y a une partie des marques d'alcool qui jouent beaucoup sur ce registre. Alors tu vois, typiquement, moi j'adore décrypter les publicités avec des ados. Tu vas voir des hommes avec la mâchoire très carrée, qui sont comme ça, dans des postures très virilistes, justement. Souvent, tu vois des machines derrière, parce que voilà, ça donne ce côté, voilà. Il peut y avoir l'Irlande, souvent, tu sais, avec des whisky. Enfin, il y a tout un côté effectivement de force. Alors la loi E20 interdit en théorie d'annoncer d'associer ces caractéristiques-là à une marque d'alcool, mais c'est fait à travers des images, c'est toutes les mises en scène. C'est vraiment les communicants de l'alcool sont très efficaces. Donc effectivement, ça laisse à penser que en fait, je vais être plus viril, je vais être plus fort. Et d'ailleurs, dans certaines enquêtes de l'OFDT, qui est l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, eh bien, ils expliquent qu'il y a des jeunes filles qui disent moi, je bois comme un mec. Tu vois, on va calquer ces comportements sur un modèle qui est historiquement plus masculin, parce qu'autrefois c'était davantage d'ailleurs les hommes qui buvaient de l'alcool, et il y a cette tendance à adopter les mêmes comportements. Et oui, ça questionne beaucoup, parce que à travers la publicité, il y a des valeurs qui sont transmises, il y a des comportements, et voilà, c'est très regrettable. Et sur les réseaux sociaux, ce qui est absolument terrible et dégueulasse, c'est lorsque des influenceurs posent pour des marques d'alcool. En théorie, c'est interdit, mais qu'importe. Mais des influenceurs qui sont sponsorisés par des marques d'alcool, et des influenceurs qui ont une communauté, et parfois dans ces communautés, il y a des gens très jeunes, et qui vont glorifier un mode de vie en associant leur réussite à telle ou telle marque d'alcool. Ça, c'est vraiment dégueulasse comme procédé. Et l'association Addiction France écrit des courriers, fait des poursuites, et il y a de plus en plus de cas d'influenceurs qui retirent leur pub ou qui sont condamnés. Mais aucun influenceur ne devrait faire ça. On ne fait pas de pub pour de l'alcool quand on a des jeunes qui nous suivent, quoi. C'est pas, et puis en plus, souvent, ça ne respecte pas du tout la loi E20, dans la mesure où tu vas avoir des jeunes femmes qui vont poser près d'une piscine en associant très clairement des valeurs de séduction, de féminité, glamour, je bois, ça me rend plus belle, quoi. C'est presque ça le message. Ou alors, je bois, ça me rend plus costaud. Enfin, tu vois, derrière, il y a souvent des messages dans des tranches d'âge où on va s'identifier, où on va chercher des modèles dans ces influenceurs-là. Enfin, c'est vraiment dégueulasse de donner cette image-là de l'alcool. Moi, j'ai commencé avec des gens qui sont plus âgés, et du coup qui étaient plus âgés de à peu près 2 ans, et donc j'avais un peu ce truc de faire comme les autres quand j'ai commencé. Donc ouais, il y a un peu cette pression sociale de vouloir s'intégrer au groupe et tout. Après, dans beaucoup d'écoles, dans le milieu étudiant, je pense qu'il y a des événements qui sont un peu créés pour ça. Quand on interroge notamment, on connaît beaucoup les comportements d'alcool des jeunes de 17 ans. Il y a beaucoup d'études chez les mineurs de 17 ans, en fait. La plupart, ils disent « je bois pour m'amuser, pour faire la fête, pour m'éclater avec mes potes ». Et ils boivent aussi parce que c'est devenu la norme. Et ça, c'est quelque chose qui a changé par rapport à ma génération. Alors, je vais te révéler un scoop. Ma génération buvait aussi, et il y avait aussi des cuites à l'adolescence. Voilà, vous pouvez le dire à vos parents, mais vous aussi, vous buvez. Vous buviez au même âge. Cependant, à l'époque, c'était moins, je dirais, une norme absolue et le modèle à suivre. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle notamment avec des mineurs autour de 17 ans, ils vont dire que une soirée a forcément de l'alcool, que s'il n'y a pas de l'alcool, c'est pas une vraie soirée. Les gens qui boivent pas,
peuvent être regardées bizarrement. Et puis surtout la question de ces fameuses API, ce binge drinking, en fait, il est devenu un peu la norme, quoi. C'est c'est ordinaire, c'est banal. En gros, si tu bois pas d'alcool, t'es presque pas un bon Français, quoi. C'est un peu ça qu'il y a derrière. Quand on dit l'alcool, c'est au cœur de notre identité, voilà, les bons vivants, c'est l'âme de la France. Enfin, d'ailleurs, c'est souvent avec beaucoup d'emphase et de lyrisme. Enfin, tu vois, mais tout ça, j'ai presque envie de dire, il y a une part de marketing, et je pense que le secteur du vin a été brillant en termes de communication depuis très longtemps, parce que faut quand même rappeler qu'en France, on buvait pas du vin dans toutes les régions autrefois. Moi, je viens des Hautes-Alpes et c'était pas un département dans lequel on buvait du vin. Mais au fur et à mesure, tout au long du XXe siècle, s'est développé le discours selon lequel le vin serait la boisson nationale, serait l'identité, y compris dans des régions qui ne sont pas des régions viticoles. Donc il y a vraiment eu la construction d'un discours, d'un imaginaire, selon lequel il n'y aurait pas d'humanité s'il n'y avait pas de vin. Alors bien entendu, l'alcool existe depuis très longtemps. Ça questionne, et je crois que là, il y a vraiment un énorme enjeu de repenser ce discours sur l'alcool. Surtout que quand on va dans des apéros, dans des soirées, quand on va dans des contextes de consommation d'alcool aujourd'hui, en fait, on voit bien que la majorité des boissons qu'on consomme, c'est à peu près les mêmes qu'on soit à Paris, à l'autre bout de l'Europe, aux États-Unis. On boit aujourd'hui surtout des boissons qui sont proposées par des grandes multinationales. D'ailleurs, il y a une étude qui montrait que dans les séries françaises, les héros boivent davantage d'alcool que les Français en moyenne. C'est-à-dire qu'il y a une surreprésentation de la consommation d'alcool dans les séries françaises. Et c'est vrai qu'on le voit, on voit souvent des gens, ils rentrent chez eux, ils se servent en semaine, ils se servent du vin, ils partent bosser. Je regarde parfois des séries policières. En fait, tu dis, mais c'est pas possible, là, elle vient de boire 2-3 verres de vin, elle prend le... il y a une forte représentation de la consommation d'alcool. Et ça aussi, on le sait, ça a de l'impact sur les adolescents. Un effet dont on parle peu, c'est que l'alcool est neurotoxique, c'est-à-dire que c'est une substance qui endommage les neurones. Et lorsqu'une personne adolescente s'alcoolise massivement, elle endommage davantage ses neurones qu'un adulte. En fait, j'ai un collègue, Michael Nassila, qui fait des imageries, des IRM de cerveau, de jeunes gens qui pratiquent le binge drinking. Et en fait, on voit des taches sur certaines parties du cerveau qui correspondent à des zones qui ont été endommagées. Et d'ailleurs, ce sont les mêmes zones du cerveau qui sont endommagées que celles de personnes qui ont une addiction sévère à l'alcool et qui sont beaucoup plus âgées. Alors je rassure les gens aussi, il y a quand même une capacité de régénérescence, donc voilà, apparemment, il y a quand même, lorsque les alcoolisations s'arrêtent et qu'on est jeune, il y a quand même moyen de retrouver un cerveau. Mais quand même, c'est un truc énorme, je trouve, de se dire que en prenant des cuites, on endommage son cerveau dans une période, je te le disais, où le cerveau est en pleine maturation. Jusqu'à 24-25 ans, il se passe énormément de choses dans le développement du cerveau. Donc ça, c'est déjà un des sujets, on ne le connaissait pas à notre époque. Mes parents, la génération de mes parents, n'avaient pas ces connaissances-là que nous avons, nous, aujourd'hui, en neurosciences et sur le cerveau. Donc ils ne faisaient pas beaucoup de prévention parce qu'ils ne se rendaient pas compte. Nous, aujourd'hui, on le sait. Ensuite, il y a évidemment tous les effets de l'ivresse qu'on connaît bien, tous les risques, ça peut être des risques d'accident, on en parle beaucoup, les risques de coma éthylique, de trous noirs, il y a aussi énormément de risques de violence, et notamment de violences sexuelles. On a une étude qui vient de sortir du professeur Laurent Bègue qui montre qu'il y a une proportion incroyable mais dramatique d'étudiants et d'étudiantes qui ont subi une agression sexuelle et que dans la majorité des cas, c'est lié à de l'alcool.
Il ne faut pas l'oublier, ça c'est vraiment important, l'alcool est la première drogue du viol, hein, et ça c'est un phénomène, enfin, quand on parle avec des jeunes, très très vite on se rend compte que malheureusement c'est très, très répandu. Il peut y avoir aussi une addiction, on en parlait tout à l'heure, qui peut s'installer. L'addiction, on va définir en général comme étant la perte de la liberté de s'abstenir. C'est-à-dire dès lors que y a un produit, un comportement qu'on n'arrive pas à cesser et on aimerait, mais on n'y arrive pas, ben là on est déjà dans une forme d'addiction. Et c'est vrai que souvent on imagine, en tout cas pour l'alcool, on va penser que l'addiction à l'alcool c'est le fait de boire tous les jours. Mais en fait c'est pas forcément ça. Le fait par exemple de ne pas pouvoir s'abstenir de boire de l'alcool en soirée, quand bien même tu aurais décidé, par exemple, si tu t'es dit, oh bah non, moi, ce soir, je bois pas d'alcool parce que là, j'ai été un peu trop forte la dernière fois. Quelqu'un qui ne réussit pas à s'abstenir alors qu'il ou elle a décidé de le faire, on va commencer à parler là d'addiction. Mais voilà, c'est pas d'ailleurs 0 ou 1 l'addiction. C'est-à-dire que ça peut être modéré, ça peut être sévère, ça peut être très sévère. Enfin voilà, c'est vraiment oui. Et c'est ça qui est délicat, c'est que tu te rends pas forcément compte que tu es en train de développer une addiction, parce que ça s'installe tout doucement. En général, ça s'installe à l'adolescence. En tout cas, les personnes qui, plus tard, vers 30, 40 ans, ont une addiction sévère, elles vont dire « j'ai commencé à boire à l'adolescence, en soirée ». Alors, tout le monde ne va pas développer une addiction, hein. Attention, ne soyons pas alarmistes, mais voilà, c'est ce rapport-là à un produit, à un comportement. Il y a une étude en Belgique qui a montré que quand on demande aux gens une définition de la modération, en fait, elles ont tendance à calquer leur consommation et donc à considérer que leur manière de consommer, c'est ça la modération. Donc quelqu'un qui boit seulement le week-end et qui va prendre voilà une cuite le week-end mais qui boit pas la semaine, va définir la modération aussi. Quelqu'un qui boit un verre par jour, donc c'est très subjectif en effet. Et puis ce que tu dis par rapport au slogan de la modération, c'est très juste et c'est très important que les gens le sachent. C'est qu'en fait la loi E20 d'ailleurs, elle impose un seul avertissement sanitaire, c'est l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Le slogan « à consommer avec modération », c'est pas un slogan sanitaire, c'est un slogan de marketing que les marques d'alcool choisissent de rajouter pour atténuer la dimension un peu anxiogène de l'avertissement sanitaire. C'est-à-dire que c'est vrai que quand tu entends l'abus d'alcool est dangereux, en tant que consommatrice, consommateur, le mot dangereux, ça te pousse pas à acheter le produit, quoi. Mais si derrière on te dit c'est bon, c'est à consommer avec modération, ah ouf, ok, c'est bon. Et puis en plus, c'est à consommer. Il y a une injonction. C'est très intelligent d'un point de vue de marketing, mais aujourd'hui, les experts de santé publique demandent l'interdiction de cette mention et ils demandent également de changer l'avertissement sanitaire de façon à ce que ce soit seulement l'alcool est dangereux. Parce qu'en fait, l'abus d'alcool, c'est comme la modération, ça veut rien dire, on ne sait pas le définir, c'est flou, donc inutile et inefficace. On veut réduire les accidents de la route sur fond d'alcool, dont les jeunes, je rappelle, sont quand même les premières victimes, on devrait renforcer les mesures de sécurité routière, on pourrait faire davantage de contrôles, parce que malheureusement, c'est ce qui fonctionne le plus, c'est de savoir qu'il y a des contrôles routiers. En ce qui concerne la sécurité routière, on pourrait aller beaucoup plus loin. Sinon, en matière d'alcool et de prévention, les pouvoirs publics ne sont pas vraiment très... ils vont l'être beaucoup plus sur le cannabis. Tu sais, il y a vraiment une politique très répressive autour du cannabis. Mais concernant l'alcool, si tu veux, il y a une interdiction théorique de vente d'alcool aux mineurs. Elle n'est pas respectée du tout. L'association Addiction en France a fait des tests. Il y a 90% des points de vente qui avaient vendu de l'alcool à des mineurs et il y a très peu de contrôle. Enfin, c'est pas la priorité des pouvoirs publics d'aller sanctionner les établissements, les commerçants qui vendent de l'alcool à des mineurs. Ça pourrait l'être. Ça ne l'est pas. Donc si tu veux, il n'y a pas beaucoup. On voit bien que les gens qui ne respectent pas la loi E20 sont très peu sanctionnés.
En prévention, vraiment, ce que l'Organisation mondiale de la santé préconise, ce sont essentiellement des mesures que l'on dit structurelles, comme tu l'as évoqué, c'est-à-dire réglementer bien plus strictement la publicité pour l'alcool, travailler la question du prix, avoir par exemple un prix minimum sur l'alcool, avoir une fiscalité aussi qui rende l'alcool un peu moins abordable et puis qui permette d'avoir de l'argent derrière pour les centres de soins, parce qu'à l'heure actuelle on est déficitaires, enfin ça nous coûte une fortune, donc voilà, avoir des mesures structurelles, avoir beaucoup plus de repérage précoce, que les médecins soient encore mieux formés pour échanger sur le sujet avec leurs patients, tu vois, qu'il y ait beaucoup plus d'entretien, de prévention, aussi avec les jeunes, enfin que voilà, qu'on puisse faire beaucoup plus vite du repérage, de la prise en charge, améliorer le système de soins aussi, qui est beaucoup plus de place, en parler aussi, c'est-à-dire là d'ailleurs l'Organisation mondiale de la santé là encore vient de dire il est temps de changer notre regard sociétal autour de l'alcool, c'est-à-dire de rappeler que l'alcool est une substance psychoactive susceptible d'entraîner une addiction, c'est donc une drogue. C'est peut-être notre drogue culturelle, mais c'est une drogue et c'est important qu'on le reconnaisse comme tel et qu'on en parle et puis qu'on sensibilise beaucoup plus à la maladie. Donc il y a tous ces aspects-là sociétaux. Et puis, et c'est l'objet de mon dernier bouquin, Sa première cuite, je pense qu'il y a aussi tout un travail à faire dans nos familles et dans tous les lieux de vie des enfants. Et ce travail, cette forme de prévention-là, elle gagnerait à commencer dès l'enfance. Parce qu'on sait que le rapport d'un individu à l'alcool, il se construit en grande partie dans son enfance. Et plus on va faire une prévention efficace dans l'enfance, plus on aura de chance de faire diminuer les problèmes d'addiction plus tard. Et moi, je crois beaucoup à cette prévention-là qui commence dès l'enfance, tout au long de l'adolescence et qui suivent tout un continuum et à l'intérieur de nos familles, mais aussi c'est le rôle de la société tout entière. Je pense que la société française a beaucoup changé ces dernières années. Le regard sur l'alcool, il y a une étude récemment qui a été réalisée par le fonds Addicted, qui a montré en fait que la grande majorité des Français ont conscience que l'alcool est une drogue, que l'alcool est une des drogues les plus dangereuses, qui sont en attente de plus de prévention. En fait, je crois que comme sur beaucoup de sujets, la société est en avance sur les femmes et les hommes politiques. Aujourd'hui, je pense que le principal problème, il vient de la complaisance des politiques avec les industriels de l'alcool. C'est vraiment là. Et aussi du manque de volonté, notamment des parlementaires, des dirigeants, d'aller travailler cette question de l'alcool parce qu'ils ont peur, je ne sais pas, ils ont peur d'être jugés, critiqués, enfin je ne sais pas. Il y a sûrement plein de raisons qui font qu'ils n'y vont pas, mais il y a finalement assez peu de femmes et d'hommes politiques qui prennent le sujet au sérieux. Il y en a de plus en plus, ceci dit, des députés, des sénateurs, des sénatrices. Donc ça, je trouve que c'est génial et vraiment, je les remercie et je les encourage parce que nous qui sommes en prévention, on a besoin qu'il y ait du soutien parmi les parlementaires. Et vraiment, c'est aujourd'hui, en fait, plus qu'un problème de société, c'est vraiment un problème politique, c'est-à-dire que l'État ne joue pas son rôle. D'ailleurs, la Cour des comptes l'a dit, mais noir sur blanc. Les gouvernements successifs n'ont pas pris les mesures qui auraient permis de réduire la consommation d'alcool. Donc là, la question c'est quand est-ce qu'on va y aller ? Quand est-ce qu'on va se dire que la santé de nos gamins est importante ?